Tout s'est joint en un éclair. 6 petites minutes qui ont fait vaciller l'échiquier géopolitique entre l'Occident et le Kremlin. Pendant que Vladimir Poutine, fidèle à son masque de glace, venait d'achever une menace calculée à l'encontre de Sébastien Lecornu, il s'attendait, comme toujours, à voir son interlocuteur plié. Mais cette fois, la pièce ne s'est pas déroulée selon les scripts. Tout s'est joint en un éclair. 6 petites minutes qui ont fait vaciller l'échiquier géopolitique entre l'Occident et le Kremlin. Pendant que Vladimir Poutine, fidèle à son masque de glace, venait d'achever une menace calculée à l'encontre de Sébastien Lecornu, il s'attendait, comme toujours, à voir son interlocuteur plié. Mais cette fois, la pièce ne s'est pas déroulée selon les scripts russes. Le chef du gouvernement français s'est levé et a prononcé des mots qui ont figé les visages russes comme une rafale sibérienne. Ce n'était pas une banale joute diplomatique. C'était le point de rupture, celui où la France a tracé une ligne et dit stop à l'intimidation moscovite. Pour saisir la portée de cet instant, il faut revenir 4 jours plus tôt, dans le silence électrique de l'Élysée, là où Lecornu a décidé de défier l'ombre de l'ours russe. Le 1er septembre 2025, à 22h15, le bureau du premier ministre baignait dans une lumière blême. À l'extérieur, Paris vibrait encore des secousses des manifs bleus. Des éclats de verre tapissaient les boulevards et les sirènes hurlaient dans l'obscurité. Le pays, essoufflé, tanguait au bord du précipice. Enfermé dans son bureau, Lecornu faisait face à un déluge de documents ultra confidentiels qui s'accumulaient à vue d'œil. Notes de la DGSE, analyse stratégique, messages codés venus de Varsovie. Tout indiquait qu'un orage militaire se préparait à l'Est. Et pas un simple coup de vent. Une menace concrète, pressante, brutale. La Pologne vacillait au bord de l'abîme. Soudain, le téléphone crypté vibra. À l'autre bout, la voix du président Douda, tendue, presque tremblante. « Sébastien, nos satellites repèrent des mouvements russes jamais vus du côté biélorusse. Nos analystes pensent qu'un incident fabriqué est imminent. Dans 62 heures, au plus tard. » L'OTAN tergiverse, Berlin regarde ailleurs et Washington est englué dans ses querelles domestiques. Il ne nous reste que vous. Lecornu ne répondit pas tout de suite. La France, en proie à une tempête sociale inédite, peinait déjà à tenir debout. Les rues en feu, les marchés en chute libre, un gouvernement à bout de souffle. Comment porter secours à Varsovie quand Paris elle-même était en flammes ? Pourtant, au cœur de ce silence, un feu nouveau naissait, calme, implacable. Une détermination froide, forgée dans l'humiliation que l'Europe subissait depuis trop longtemps. Et un nom revenait dans son esprit comme une provocation personnelle. Poutine. « Monsieur le Président, accordez-moi 2 jours », lâcha enfin Lecornu d'un ton grave. « La France ne trahira jamais la Pologne. » Il raccrocha sans attendre de réponse, puis se tourna vers la grande carte d'Europe accrochée à son mur. Ce qui autrefois semblait solide ressemblait désormais à un puzzle de verre prêt à se briser. Ce soir-là, dans les silences pesants de son bureau, une décision radicale s'imposa à lui. Il ne jouerait pas le rôle de la victime. Si le Kremlin préparait une frappe, alors Paris dégainerait le premier, non par les armes, mais par les mots. Les heures suivantes furent un tourbillon d'intensité. Lecornu réunit un cercle restreint, ses stratèges de confiance, non pour construire un bouclier, mais pour dégainer une attaque diplomatique chirurgicale. Il lança l'ordre sans détour. « Je veux un dossier complet sur les failles de Poutine, ses revers militaires, ses conflits internes, les brèches dans son armure. Je veux le comprendre mieux qu'il ne se comprend lui-même. » Pendant les 3 jours qui suivirent, l'Élysée se transforma en ruche de renseignements. Chaque rapport intercepté du FSB fut passé au crible, chaque murmure d'agents sur le terrain analysé, chaque fissure du système russe examinée. Le but ? Déshabiller la légende du tsar, pièce par pièce. Le 3 septembre, tout bascula sur un simple appel. Une voix grave, surgie d'un téléphone sécurisé, brisa le silence. Un haut responsable du renseignement français. « Monsieur le Premier ministre, une transmission codée entre Moscou et Minsk vient d'être interceptée. D'après nos analyses, Poutine s'apprête à orchestrer un incident à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.
Un prétexte, vous l'aurez compris, pour intervenir militairement, exactement comme en Ukraine. Le cornu sentit le froid lui grimper le long de l'échine. Le scénario semblait rejouer au millimètre près, comme si l'histoire refusait d'apprendre de ses erreurs. Sauf que cette fois, le brasier risquait d'atteindre l'OTAN en plein cœur. Cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Il tourna en rond dans son bureau, seul avec ses pensées, sa fureur contenue et sa lucidité aiguisée. Il songeait à tous ces dirigeants européens, convaincus à tort que l'appétit du Kremlin s'arrêterait aux rives de l'Ukraine. Il repensait à ce vieux continent qui avait enfanté la démocratie, les droits fondamentaux, la civilisation du dialogue, et qui aujourd'hui se laissait grignoter par un autocrate obsédé par la grandeur soviétique perdue. Et surtout, il songeait à cette France éreintée par la crise, que Poutine, sans doute, imaginait trop affaiblie pour se lever. À l'aube du 4 septembre, Le Cornu convoqua une réunion d'exception du Conseil de défense. Autour de lui, ses plus proches ministres, Darmanin, Colonna, Le Maire. Les visages sont fermés, l'ambiance électrique. Il prit la parole, d'un ton calme mais tranchant comme une lame. « Mes chers collègues, dans moins de 24 heures, je vais affronter Poutine. En plein jour, sans détour et au nom de la liberté. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. Catherine Colonna rompit le calme, visiblement secouée. « Tu réalises ce que tu t'apprêtes à faire, Sébastien? Il peut nous couper le gaz, paralyser nos réseaux, frapper où ça fait mal. » Il leva la main, l'interrompant sans ménagement. « Franchement, que pourrait-il faire de pire? Envahir Paris? Faire pleuvoir des missiles? Nous faire chanter plus qu'il ne le fait déjà? » Sa voix monta en intensité, puis claqua comme une gifle. « La vérité, c'est qu'on est déjà au fond. Il n'y a plus rien à sauver en reculant. Il ne nous reste qu'une voie, se redresser et se battre. » Bruno Le Maire, d'ordinaire posé, pâlit. « Sébastien, la diplomatie, ce n'est pas un champ de bataille. Et provoquer un tyran pendant qu'on a des insurrections à gérer chez nous, ce n'est pas... » Mais Le Cornu planta ses yeux dans les siens, le ton glacé et sans appel. « Bruno, notre parole sur la scène mondiale est morte le jour où on a cessé de défendre nos principes par peur des représailles. Moi, je compte la ressusciter. » Le 5 septembre, à l'aube, Le Cornu monta dans l'avion en direction de Bruxelles pour le sommet européen. Contrairement à ses habitudes, il garda le silence. Aucun briefing, aucune note relue. Ses conseillers l'observaient, déconcertés. Lui fixait les nuages par le hublot, plongé dans un calme étrange. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce vol marquait plus qu'un déplacement diplomatique. C'était la mue d'un homme. Le premier ministre en crise laissait place à une figure montante de l'Europe. L'arrivée en Belgique fut chaotique. Les micros des journalistes crépitaient. « Monsieur Le Cornu, comment allez-vous résoudre le blocage du pays? Allez-vous présenter votre démission? La France est-elle encore légitime pour parler au nom de l'Europe? » Pas un mot. Juste un sourire indéchiffrable. Puis, il monta dans sa voiture officielle. Il savait qu'à la fin de cette journée, ces questions paraîtraient bien petites. La séance d'ouverture portait sur la sécurité continentale, un terrain que Le Cornu attendait avec impatience. Les chefs des 27 pays de l'Union, installés autour de la grande table ovale, échangeaient des banalités prudentes sur les tensions à l'Est. Scholz plaidait mollement pour un dialogue équilibré avec Moscou. Macron, visiblement affaibli par ses revers électoraux, parlait d'apaisement. Chacun mesurait ses mots avec la délicatesse d'un funambule sur une corde raide. Puis le couperet tomba. Un assistant fit irruption dans la salle, se pencha à l'oreille de Charles Michel. Le président du Conseil européen blêmit. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il d'une voix tendue, le Kremlin vient de nous transmettre une requête officielle. Vladimir Poutine souhaite s'adresser en direct à notre Assemblée en visioconférence. Il invoque une situation urgente à l'Est. » Le frisson parcourut la salle. Jamais le président russe n'avait demandé un échange aussi frontal. Était-ce un piège ou un nouveau coup de théâtre géopolitique? Charles Michel consulta la pièce du regard. Scholz? Macron? Mélanie?
Tous hésitaient. Mais une voix se leva, nette. « Acceptons, » dit le cornu. « Il est temps d'entendre ce que M. Poutine a à dire, sans filtre. » 20 minutes plus tard, l'écran géant s'alluma. Le tsar de Moscou apparaissait, dans son trône doré du Kremlin. Drapé dans ses symboles, drapeau russe, portrait des tsars, décorum impérial. Face à lui, l'Europe démocratique, diverse, tendue. L'image était saisissante. Poutine entama son discours d'un ton monocorde mais chargé de sous-entendus. Chef d'État européen, je vous parle aujourd'hui car certains d'entre vous ont adopté une posture hostilite dangereuse vis-à-vis de la Russie. Son regard froid traversait l'écran, sondant chaque visage. Nous notons des mouvements militaires suspects près de nos frontières. Votre presse ne fait qu'attiser la haine. Vos choix politiques menacent l'équilibre de notre espace commun. Pause dramatique. Puis la suite, attendue mais lourde de menaces. La Russie, toujours attachée au dialogue, ne restera pas passive. Elle ne tolérera aucune provocation. Et elle défendra ses intérêts vitaux sans hésiter. Chaque mot tombait comme un glaçon dans un verre d'angoisse. Du regard, Poutine balaya un à un les visages figés des chefs européens, jusqu'à s'arrêter sur le cornu. Et là, le masque tomba. Nous suivons avec une inquiétude grandissante les déclarations en provenance de Paris, lança-t-il avec une froideur tranchante. Visiblement, certains ont oublié l'état dans lequel se trouve leur propre maison. Le coup partit sans détour, personnel, violent. Puis fixant la caméra comme s'il transperçait l'âme de son adversaire, il lâcha. « Monsieur le cornu, pendant que votre pays brûle, que votre économie s'effondre, que vos citoyens se soulèvent dans les rues, vous trouvez encore le temps de donner des leçons aux autres? À des nations qui gouvernent depuis bien avant que la vôtre ne sache marcher? » Le silence qui suivit fut d'une lourdeur assourdissante. Il n'y avait rien d'impulsif. C'était une humiliation méthodique, publique, calculée. La Russie, poursuivit-il, ne cherche pas la confrontation. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si on la provoque, elle répondra. Nos intérêts à l'Est ne se négocient pas. Et nos moyens de défense sont à la hauteur de notre détermination. Puis, dans un souffle aussi glacé que définitif, il conclut. L'Europe doit choisir. Dialogue ou rupture. Prospérité commune ou solitude assurée. Choisissez bien. L'écran s'éteignit brusquement. Poutine venait de claquer la porte au visage du vieux continent, tout en humiliant sans détour le premier ministre français sous les yeux du monde. Et puis survint l'imprévisible. Contre toute attente, Sébastien Lecornu se leva, lentement, sans solliciter la parole, sans attendre le moindre feu vert institutionnel. Il se redressa, posa les paumes sur la table et fixa l'écran désormais noir avec une intensité qui glaça l'assemblée. « Monsieur Poutine, » déclara-t-il d'une voix nette qui traversa la salle, « puisque vous avez choisi de partir, permettez-moi de vous répondre. » L'air devint lourd, presque irrespirable. Charles Michel tenta de désamorcer la situation. « Sébastien, peut-être qu'il vaudrait mieux... » Mais Lecornu leva calmement la main. « Non, Charles. Il arrive un moment où se taire revient à approuver. Et ce seuil vient d'être franchi. » Il se tourna alors vers les autres chefs d'État. Pourtant, il savait que chaque micro captait ses mots, que chaque syllabe serait diffusée, disséquée, reprise aux quatre coins du globe. « Mesdames et messieurs, dirigeants de l'Europe, » commença-t-il, « ce que nous venons d'entendre n'a rien de nouveau. C'est un numéro parfaitement rodé que Vladimir Poutine rejoue depuis un quart de siècle. Faire passer la menace pour du dialogue. » Il s'interrompit volontairement, laissant le silence amplifier l'impact. « Il m'est reproché de m'occuper des affaires européennes pendant que la France traverse des turbulences internes. Très bien. Permettez-moi donc de rappeler quelques réalités.
Le ton monta, sec, tranchant. « Alors, rafraîchissons les mémoires, dit le cornu en regardant droit devant lui. Qui a envahi la Géorgie? Qui s'est emparé de la Crimée en 2014? Qui a lancé une guerre totale contre l'Ukraine en 2022? Qui sème le chaos en Afrique, manipule nos scrutins et liquide ses opposants jusque sur notre territoire? » Chaque question tombait comme un coup de tonnerre. Les chefs d'État, habitués aux discours feutrés, étaient saisis par cette franchise brutale, rare, presque choquante. Poutine se vante d'avoir une certaine expérience historique. Fort bien. Parlons donc d'histoire. Le cornu fit un pas, lentement, comme pour enfoncer le clou. Depuis 20 ans, combien de nations la France a-t-elle envahi? Aucune. Combien de territoires avons-nous annexés? 0. Combien d'opposants avons-nous fait empoisonner à l'étranger? Toujours 0. L'attaque était chirurgicale, précise, impossible à esquiver. Et maintenant, regardons le palmarès du Kremlin. 6 pays envahis, 3 régions annexées. Et pour les opposants assassinés, je n'ai pas assez de minutes devant moi pour tous les citer. Puis le cornu décocha sa dernière flèche, l'air glacial. Mais peut-être que M. Poutine préférerait qu'on discute de politique intérieure, puisqu'il semble tant s'intéresser à la mienne. Un sourire froid étira le visage de le cornu. Oui, la France traverse une période agitée, concéda-t-il. Mais c'est une tempête démocratique, celle où les citoyens descendent dans la rue sans être réduits au silence, celle où les journalistes critiquent le pouvoir sans craindre la censure, celle où l'opposition parle librement sans risquer la cellule. Il se pencha légèrement, comme pour rapprocher la vérité de son interlocuteur invisible. Dites-moi, M. Poutine, quand Moscou a-t-elle toléré pour la dernière fois une manifestation hostile au régime? À quel moment un journaliste russe a-t-il pu dénoncer votre politique sans disparaître? Vos citoyens ont-ils réellement la possibilité de choisir leurs dirigeants? Les questions s'enchaînaient, de plus en plus dérangeantes, comme un interrogatoire public impossible à esquiver. « Vous invoquez la stabilité, reprit-il. Mais de quelle stabilité parlons-nous? Celle d'un système qui élimine ses opposants au poison? D'une économie suspendue au prix du pétrole et du gaz? D'un pays où l'espérance de vie des hommes est inférieure à celle d'un État parmi les plus pauvres du monde? » Les chiffres tombaient, secs, irréfutables. Des vérités statistiques transformées en coups de massue. Et puis, le cornu lança la phrase qui allait faire basculer l'histoire contemporaine. « Dites-moi, Monsieur Poutine, savez-vous ce qui distingue un chef démocratique d'un tyran? Le premier écoute la critique, même quand elle dérange. Le second, lui, la muselle ou la punit. » Il marqua une pause, brève mais tranchante. « Alors, où vous situez-vous exactement? » Un silence brutal s'abattit sur la salle. Pas un souffle, même du côté des traducteurs. Il venait de faire ce que personne n'avait jamais osé. Nommer, à voix haute, le tsar moderne pour ce qu'il est. Un autocrate. Et devant les caméras du monde entier. Mais le cornu n'avait pas encore tiré toutes ses flèches. « Je n'en ai pas fini, poursuivit-il, imperturbable. Vous nous menacez pour avoir osé défendre nos principes et nos partenaires. Très bien. Mais avez-vous seulement mesuré les conséquences de vos propres actes sur votre propre peuple? » Il sortit une feuille de son dossier, l'agita légèrement. Sa voix était calme, ses mots, eux, tranchants. « Depuis que vous avez envahi l'Ukraine, le produit intérieur brut de votre pays s'est écroulé de 15%. Votre monnaie a chuté. 300 000 jeunes Russes ont fui à l'étranger. Et vous êtes devenu l'homme le plus isolé de la planète. » Il laissa les chiffres flotter dans l'air, comme des preuves indiscutables. Vos seuls alliés, aujourd'hui, l'Iran, la Corée du Nord, des États bannis du monde libre. Vos milliardaires planquent leur fortune dans nos banques. Vos propres enfants font leurs études dans nos écoles. Alors dites-nous, Monsieur Poutine, dans ce bras de fer, qui a vraiment perdu?
Lecornu marqua un temps, laissant résonner ses mots comme une onde de choc dans la salle. Puis, calmement, il reprit. « Vous nous accusez de jouer avec le feu? Très bien. Alors parlons franchement de ce qu'est une vraie provocation. » Sa voix se fit plus forte, plus tranchante. « Menacer des États libres. Utiliser le gaz comme une arme de chantage. Saboter des gazoducs en pleine mer. Enlever des enfants ukrainiens. Cibler des hôpitaux. Voilà, M. Poutine, ce que j'appelle des actes de provocation. » Il se redressa comme pour porter son message plus haut. « Et maintenant, permettez-moi de vous dire comment la France va répondre à vos intimidations. » Tous les regards étaient rivés sur lui. L'air était suspendu. « Nous ne reculerons pas. Nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à la libération complète de son territoire. Nous augmenterons notre présence militaire à l'Est. Nous élargirons les sanctions contre votre régime et contre tous ceux qui marchent à vos côtés. Et si vous imaginez que nos difficultés internes nous rendent plus faibles, alors vous ne comprenez rien à la France. » Il esquissa un sourire, non pas de politesse, mais de défi. « Notre crise ne nous brise pas, elle nous forge. Elle nous rappelle que la liberté n'est pas gratuite. Et ce prix, nous sommes prêts à le payer. Contrairement à votre peuple, qui n'a même pas le droit de connaître le montant de cette liberté. » Un dernier souffle, puis l'estocade. « Vous voulez connaître la vraie différence entre nos deux pays, M. Poutine? Chez nous, quand les citoyens protestent, le pouvoir les écoute. Chez vous, il les jette en prison. En France, un dirigeant qui échoue part. En Russie, un dirigeant qui échoue modifie la Constitution pour s'accrocher au trône. Et enfin, le coup fatal. D'ailleurs, M. Poutine, avez-vous déjà rédigé la prochaine modification de la Constitution? Celle qui vous garantit le pouvoir à... Tout s'est joint en un éclair. 6 petites minutes qui ont fait vaciller l'échiquier géopolitique entre l'Occident et le Kremlin. Pendant que Vladimir Poutine, fidèle à son masque de glace, venait d'achever une menace calculée à l'encontre de Sébastien Lecornu, il s'attendait, comme toujours, à voir son interlocuteur plier. Mais cette fois, la pièce ne s'est pas déroulée selon les scripts russes. Le chef du gouvernement français s'est levé et a prononcé des mots qui ont figé les visages russes comme une rafale sibérienne. Ce n'était pas une banale joute diplomatique. C'était le point de rupture, celui où la France a tracé une ligne et dit stop à l'intimidation moscovite. Pour saisir la portée de cet instant, il faut revenir 4 jours plus tôt, dans le silence électrique de l'Élysée, là où Lecornu a décidé de défier l'ombre de l'ours russe. Le 1er septembre 2025, à 22h15, le bureau du premier ministre baignait dans une lumière blême. À l'extérieur, Paris vibrait encore des secousses des manifs bleus. Des éclats de verre tapissaient les boulevards et les sirènes hurlaient dans l'obscurité. Le pays, essoufflé, tanguait au bord du précipice. Enfermé dans son bureau, Lecornu faisait face à un déluge de documents ultra confidentiels qui s'accumulaient à vue d'œil. Notes de la DGSE, analyse stratégique, messages codés venus de Varsovie. Tout indiquait qu'un orage militaire se préparait à l'Est. Et pas un simple coup de vent. Tout s'est joint en un éclair. 6 petites minutes qui ont fait vaciller l'échiquier géopolitique entre l'Occident et le Kremlin. Pendant que Vladimir Poutine, fidèle à son masque de glace, venait d'achever une menace calculée à l'encontre de Sébastien Lecornu, il s'attendait, comme toujours, à voir son interlocuteur plier. Mais cette fois, la pièce ne s'est pas déroulée selon les scripts russes. Le chef du gouvernement français s'est levé et a prononcé des mots qui ont figé les visages russes comme une rafale sibérienne. Ce n'était pas une banale joute diplomatique. C'était le point de rupture, celui où la France a tracé une ligne et dit stop à l'intimidation moscovite. Pour saisir la portée de cet instant, il faut revenir 4 jours plus tôt, dans le silence électrique de l'Élysée, là où Lecornu a décidé de défier l'ombre de l'ours russe. Le 1er septembre 2025, à 22h15, le bureau du premier ministre baignait dans une lumière blême. À l'extérieur, Paris vibrait encore des secousses des manifs bleus. Des éclats de verre tapissaient les boulevards et les sirènes hurlaient dans l'obscurité. Le pays, essoufflé, tanguait au bord du précipice. Enfermé dans son bureau, Lecornu faisait face à un déluge de documents ultra confidentiels qui s'accumulaient à vue d'œil. Notes de la DGSE,
Analyse stratégique, message codé venu de Varsovie. Tout indiquait qu'un orage militaire se préparait à l'Est. Et pas un simple coup de vent, une menace concrète, pressante, brutale. La Pologne vacillait au bord de l'abîme. Soudain, le téléphone crypté vibra. À l'autre bout, la voix du président Douda, tendue, presque tremblante. « Sébastien, nos satellites repèrent des mouvements russes jamais vus du côté biélorusse. Nos analystes pensent qu'un incident fabriqué est imminent. Dans 62 heures, au plus tard. L'OTAN tergiverse, Berlin regarde ailleurs et Washington est englué dans ses querelles domestiques. Il ne nous reste que vous. » Le cornu ne répondit pas tout de suite. La France, en proie à une tempête sociale inédite, peinait déjà à tenir debout. Les rues en feu, les marchés en chute libre, un gouvernement à bout de souffle. Comment porter secours à Varsovie quand Paris elle-même était en flammes? Pourtant, au cœur de ce silence, un feu nouveau naissait, calme, implacable. Une détermination froide, forgée dans l'humiliation que l'Europe subissait depuis trop longtemps. Et un nom revenait dans son esprit comme une provocation personnelle. Poutine. « Monsieur le Président, accordez-moi 2 jours, lâcha enfin le cornu d'un ton grave. La France ne trahira jamais la Pologne. » Il raccrocha sans attendre de réponse, puis se tourna vers la grande carte d'Europe accrochée à son mur. Ce qui autrefois semblait solide ressemblait désormais à un puzzle de verre prêt à se briser. Ce soir-là, dans les silences pesants de son bureau, une décision radicale s'imposa à lui. Il ne jouerait pas le rôle de la victime. Si le Kremlin préparait une frappe, alors Paris dégainerait le premier, non par les armes, mais par les mots. Les heures suivantes furent un tourbillon d'intensité. Le cornu réunit un cercle restreint, ses stratèges de confiance, non pour construire un bouclier, mais pour dégainer une attaque diplomatique chirurgicale. Il lança l'ordre sans détour. « Je veux un dossier complet sur les failles de Poutine, ses revers militaires, ses conflits internes, les brèches dans son armure. Je veux le comprendre mieux qu'il ne se comprend lui-même. » Pendant les 3 jours qui suivirent, l'Élysée se transforma en ruche de renseignements. Chaque rapport intercepté du FSB fut passé au crible, chaque murmure d'agents sur le terrain analysé, chaque fissure du système russe examinée. Le but? Déshabiller la légende du tsar, pièce par pièce. Le 3 septembre, tout bascula sur un simple appel. Une voix grave, surgie d'un téléphone sécurisé, brisa le silence. Un haut responsable du renseignement français. « Monsieur le Premier ministre, une transmission codée entre Moscou et Minsk vient d'être interceptée. D'après nos analyses, Poutine s'apprête à orchestrer un incident à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Un prétexte, vous l'aurez compris, pour intervenir militairement, exactement comme en Ukraine. » Le cornu sentit le froid lui grimper le long de l'échine. Le scénario semblait rejouer au millimètre près, comme si l'histoire refusait d'apprendre de ses erreurs. Sauf que cette fois, le brasier risquait d'atteindre l'OTAN en plein cœur. Cette nuit-là, il ne ferma pas l'œil. Il tourna en rond dans son bureau, seul avec ses pensées, sa fureur contenue et sa lucidité aiguisée. Il songeait à tous ces dirigeants européens, convaincus à tort que l'appétit du Kremlin s'arrêterait aux rives de l'Ukraine. Il repensait à ce vieux continent qui avait enfanté la démocratie, les droits fondamentaux, la civilisation du dialogue, et qui aujourd'hui se laissait grignoter par un autocrate obsédé par la grandeur soviétique perdue. Et surtout, il songeait à cette France éreintée par la crise, que Poutine, sans doute, imaginait trop affaiblie pour se lever. À l'aube du 4 septembre, le cornu convoqua une réunion d'exception du Conseil de défense. Autour de lui, ses plus proches ministres, Darmanin, Colonna, Le Maire. Les visages sont fermés, l'ambiance électrique. Il prit la parole, d'un ton calme mais tranchant comme une lame. « Mes chers collègues, dans moins de 24 heures, je vais affronter Poutine. En plein jour, sans détour et au nom de la liberté. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. Catherine Colonna rompit le calme, visiblement secouée. « Tu réalises ce que tu t'apprêtes à faire, Sébastien?
Il peut nous couper le gaz, paralyser nos réseaux, frapper où ça fait mal. » Il leva la main, l'interrompant sans ménagement. Franchement, que pourrait-il faire de pire? Envahir Paris? Faire pleuvoir des missiles? Nous faire chanter plus qu'il ne le fait déjà? Sa voix monta en intensité, puis claqua comme une gifle. La vérité, c'est qu'on est déjà au fond. Il n'y a plus rien à sauver en reculant. Il ne nous reste qu'une voie, se redresser et se battre. Bruno Le Maire, d'ordinaire posé, pâlit. « Sébastien, la diplomatie, ce n'est pas un champ de bataille. Et provoquer un tyran pendant qu'on a des insurrections à gérer chez nous, ce n'est pas... » Mais le cornu planta ses yeux dans les siens, le ton glacé et sans appel. « Bruno, notre parole sur la scène mondiale est morte le jour où on a cessé de défendre nos principes par peur des représailles. Moi, je compte la ressusciter. » Le 5 septembre, à l'aube, le cornu monta dans l'avion en direction de Bruxelles pour le sommet européen. Contrairement à ses habitudes, il garda le silence. Aucun briefing, aucune note relue. Ses conseillers l'observaient, déconcertés. Lui fixait les nuages par le hublot, plongé dans un calme étrange. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce vol marquait plus qu'un déplacement diplomatique. C'était la mue d'un homme. Le premier ministre en crise laissait place à une figure montante de l'Europe. L'arrivée en Belgique fut chaotique. Les micros des journalistes crépitaient. « Monsieur le Cornu, comment allez-vous résoudre le blocage du pays? Allez-vous présenter votre démission? La France est-elle encore légitime pour parler au nom de l'Europe? » Pas un mot. Juste un sourire indéchiffrable. Puis, il monta dans sa voiture officielle. Il savait qu'à la fin de cette journée, ces questions paraîtraient bien petites. La séance d'ouverture portait sur la sécurité continentale, un terrain que le Cornu attendait avec impatience. Les chefs des 27 pays de l'Union, installés autour de la grande table ovale, échangeaient des banalités prudentes sur les tensions à l'Est. Scholz plaidait mollement pour un dialogue équilibré avec Moscou. Macron, visiblement affaibli par ses revers électoraux, parlait d'apaisement. Chacun mesurait ses mots avec la délicatesse d'un funambule sur une corde raide. Puis le couperet tomba. Un assistant fit irruption dans la salle, se pencha à l'oreille de Charles Michel. Le président du Conseil européen blêmit. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il d'une voix tendue, le Kremlin vient de nous transmettre une requête officielle. Vladimir Poutine souhaite s'adresser en direct à notre Assemblée en visioconférence. Il invoque une situation urgente à l'Est. » Le frisson parcourut la salle. Jamais le président russe n'avait demandé un échange aussi frontal. Était-ce un piège? Ou un nouveau coup de théâtre géopolitique? Charles Michel consulta la pièce du regard. Scholz? Macron? Mélanie? Tous hésitaient. Mais une voix se leva, nette. « Acceptons, » dit le Cornu. « Il est temps d'entendre ce que M. Poutine a à dire, sans filtre. » 20 minutes plus tard, l'écran géant s'alluma. Le tsar de Moscou apparaissait, dans son trône doré du Kremlin. Drapé dans ses symboles, drapeau russe, portrait des tsars, décorum impérial. Face à lui, l'Europe démocratique, diverse, tendue. L'image était saisissante. Poutine entama son discours d'un ton monocorde mais chargé de sous-entendus. Chef d'État européen, je vous parle aujourd'hui car certains d'entre vous ont adopté une posture hostilite dangereuse vis-à-vis de la Russie. Son regard froid traversait l'écran, sondant chaque visage. Nous notons des mouvements militaires suspects près de nos frontières. Votre presse ne fait qu'attiser la haine. Vos choix politiques menacent l'équilibre de notre espace commun. Pause dramatique. Puis la suite, attendue mais lourde de menaces. La Russie, toujours attachée au dialogue, ne restera pas passive. Elle ne tolérera aucune provocation. Et elle défendra ses intérêts vitaux sans hésiter. Chaque mot tombait comme un glaçon dans un verre d'angoisse. Du regard, Poutine balaya un à un les visages figés des chefs européens, jusqu'à s'arrêter sur le Cornu. Et là, le masque tomba.
Nous suivons avec une inquiétude grandissante les déclarations en provenance de Paris, lança-t-il avec une froideur tranchante. Visiblement, certains ont oublié l'état dans lequel se trouve leur propre maison. Le coup partit sans détour, personnel, violent. Puis fixant la caméra comme s'il transperçait l'âme de son adversaire, il lâcha. « Monsieur le Cornu, pendant que votre pays brûle, que votre économie s'effondre, que vos citoyens se soulèvent dans les rues, vous trouvez encore le temps de donner des leçons aux autres? À des nations qui gouvernent depuis bien avant que la vôtre ne sache marcher? » Le silence qui suivit fut d'une lourdeur assourdissante. Il n'y avait rien d'impulsif. C'était une humiliation méthodique, publique, calculée. La Russie, poursuivit-il, ne cherche pas la confrontation. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si on la provoque, elle répondra. Nos intérêts à l'Est ne se négocient pas. Et nos moyens de défense sont à la hauteur de notre détermination. Puis, dans un souffle aussi glacé que définitif, il conclut. L'Europe doit choisir. Dialogue ou rupture. Prospérité commune ou solitude assurée. Choisissez bien. L'écran s'éteignit brusquement. Poutine venait de claquer la porte au visage du vieux continent, tout en humiliant sans détour le premier ministre français sous les yeux du monde. Et puis survint l'imprévisible. Contre toute attente, Sébastien Lecornu se leva, lentement, sans solliciter la parole, sans attendre le moindre feu vert institutionnel. Il se redressa, posa les paumes sur la table et fixa l'écran désormais noir avec une intensité qui glaça l'assemblée. « Monsieur Poutine, déclara-t-il d'une voix nette qui traversa la salle, puisque vous avez choisi de partir, permettez-moi de vous répondre. » L'air devint lourd, presque irrespirable. Charles Michel tenta de désamorcer la situation. « Sébastien, peut-être qu'il vaudrait mieux... » Mais Lecornu leva calmement la main. « Non, Charles. Il arrive un moment où se taire revient à approuver. Et ce seuil vient d'être franchi. » Il se tourna alors vers les autres chefs d'État. Pourtant, il savait que chaque micro captait ses mots, que chaque syllabe serait diffusée, disséquée, reprise aux quatre coins du globe. « Mesdames et messieurs, dirigeants de l'Europe, commença-t-il, ce que nous venons d'entendre n'a rien de nouveau. C'est un numéro parfaitement rodé que Vladimir Poutine rejoue depuis un quart de siècle. Faire passer la menace pour du dialogue. » Il s'interrompit volontairement, laissant le silence amplifier l'impact. « Il m'est reproché de m'occuper des affaires européennes pendant que la France traverse des turbulences internes. Très bien. Permettez-moi donc de rappeler quelques réalités. » Le ton monta, sec, tranchant. « Alors, rafraîchissons les mémoires, dit Lecornu en regardant droit devant lui. Qui a envahi la Géorgie? Qui s'est emparé de la Crimée en 2014? Qui a lancé une guerre totale contre l'Ukraine en 2022? Qui sème le chaos en Afrique, manipule nos scrutins et liquide ses opposants jusque sur notre territoire? Chaque question tombait comme un coup de tonnerre. Les chefs d'État, habitués aux discours feutrés, étaient saisis par cette franchise brutale, rare, presque choquante. Poutine se vante d'avoir une certaine expérience historique. Fort bien. Parlons donc d'histoire. Lecornu fit un pas, lentement, comme pour enfoncer le clou. Depuis 20 ans, combien de nations la France a-t-elle envahi? Aucune. Combien de territoires avons-nous annexés? 0. Combien d'opposants avons-nous fait empoisonner à l'étranger? Toujours 0. L'attaque était chirurgicale, précise, impossible à esquiver. Et maintenant, regardons le palmarès du Kremlin. 6 pays envahis, 3 régions annexées. Et pour les opposants assassinés, je n'ai pas assez de minutes devant moi pour tous les citer. Puis Lecornu décocha sa dernière flèche, l'air glacial. Mais peut-être que M. Poutine préférerait qu'on discute de politique intérieure, puisqu'il semble tant s'intéresser à la mienne. Un sourire froid étira le visage de Lecornu. « Oui, la France traverse une période agitée, concéda-t-il.
Mais c'est une tempête démocratique, celle où les citoyens descendent dans la rue sans être réduits au silence, celle où les journalistes critiquent le pouvoir sans craindre la censure, celle où l'opposition parle librement sans risquer la cellule. Il se pencha légèrement, comme pour rapprocher la vérité de son interlocuteur invisible. « Dites-moi, Monsieur Poutine, quand Moscou a-t-elle toléré pour la dernière fois une manifestation hostile au régime? À quel moment un journaliste russe a-t-il pu dénoncer votre politique sans disparaître? Vos citoyens ont-ils réellement la possibilité de choisir leurs dirigeants? » Les questions s'enchaînaient, de plus en plus dérangeantes, comme un interrogatoire public impossible à esquiver. « Vous invoquez la stabilité, reprit-il. Mais de quelle stabilité parlons-nous? Celle d'un système qui élimine ses opposants au poison? D'une économie suspendue au prix du pétrole et du gaz? D'un pays où l'espérance de vie des hommes est inférieure à celle d'un État parmi les plus pauvres du monde? » Les chiffres tombaient, secs, irréfutables. Des vérités statistiques transformées en coups de massue. Et puis, Lecornu lança la phrase qui allait faire basculer l'histoire contemporaine. « Dites-moi, Monsieur Poutine, savez-vous ce qui distingue un chef démocratique d'un tyran? Le premier écoute la critique, même quand elle dérange. Le second, lui, la muselle ou la punit. » Il marqua une pause, brève mais tranchante. « Alors, où vous situez-vous exactement? » Un silence brutal s'abattit sur la salle. Pas un souffle, même du côté des traducteurs. Il venait de faire ce que personne n'avait jamais osé. Nommer, à voix haute, le tsar moderne pour ce qu'il est. Un autocrate. Et devant les caméras du monde entier. Mais Lecornu n'avait pas encore tiré toutes ses flèches. « Je n'en ai pas fini, poursuivit-il, imperturbable. Vous nous menacez pour avoir osé défendre nos principes et nos partenaires. Très bien. Mais avez-vous seulement mesuré les conséquences de vos propres actes sur votre propre peuple? » Il sortit une feuille de son dossier, l'agita légèrement. Sa voix était calme, ses mots, eux, tranchants. « Depuis que vous avez envahi l'Ukraine, le produit intérieur brut de votre pays s'est écroulé de 15%. Votre monnaie a chuté. 300 000 jeunes Russes ont fui à l'étranger. Et vous êtes devenu l'homme le plus isolé de la planète. » Il laissa les chiffres flotter dans l'air, comme des preuves indiscutables. Vos seuls alliés, aujourd'hui, l'Iran, la Corée du Nord, des États bannis du monde libre. Vos milliardaires planquent leur fortune dans nos banques. Vos propres enfants font leurs études dans nos écoles. Alors dites-nous, Monsieur Poutine, dans ce bras de fer, qui a vraiment perdu? Lecornu marqua un temps, laissant résonner ses mots comme une onde de choc dans la salle. Puis, calmement, il reprit. « Vous nous accusez de jouer avec le feu? Très bien. Alors parlons franchement de ce qu'est une vraie provocation. » Sa voix se fit plus forte, plus tranchante. « Menacer des États libres. Utiliser le gaz comme une arme de chantage. Saboter des gazoducs en pleine mer. Enlever des enfants ukrainiens. Cibler des hôpitaux. Voilà, Monsieur Poutine, ce que j'appelle des actes de provocation. » Il se redressa comme pour porter son message plus haut. « Et maintenant, permettez-moi de vous dire comment la France va répondre à vos intimidations. » Tous les regards étaient rivés sur lui. L'air était suspendu. « Nous ne reculerons pas. Nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à la libération complète de son territoire. Nous augmenterons notre présence militaire à l'Est. Nous élargirons les sanctions contre votre régime et contre tous ceux qui marchent à vos côtés. Et si vous y... » Tout s'est joué en un éclair. 6 petites minutes qui ont fait vaciller l'échiquier géopolitique entre l'Occident et le Kremlin. Pendant que Vladimir Poutine, fidèle à son masque de glace, venait d'achever une menace calculée à l'encontre de Sébastien Lecornu, il s'attendait, comme toujours, à voir son interlocuteur plier. Mais cette fois, la pièce ne s'est pas déroulée selon les scripts russes. Le chef du gouvernement français s'est levé et a prononcé des mots qui ont figé les visages russes comme une rafale sibérienne. Ce n'était pas une banale joute diplomatique. C'était le point de